Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, aujourd'hui, mon invité est Jean-Paul Bibet, de la compagnie Saguara, qui est actuellement en résidence au Paris pour la trilogie de Sam Shepard. Alors bonjour Jean-Paul Bibet. Bonjour. Alors avant d'aborder Sam Shepard et la trilogie, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre cursus. Alors j'ai vu que vous avez fait le Conservatoire de Toulouse, ensuite vous avez fait l'école du passage de Niels, qui a été fondée par Niels Aristrup. Oui. Et alors j'ai vu que vous faisiez beaucoup de mise en scène, vous avez joué dans beaucoup de pièces et avec beaucoup d'auteurs. Mais j'ai remarqué que vous avez joué du classique, bien sûr, ce qu'on appelle le classique, du théâtre de l'absurde aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qui a motivé tous vos choix dans votre carrière ? Disons que c'est vrai, quand on se forme, on aborde un peu tous les répertoires. Il y a le répertoire classique aussi. Mais c'est vrai que moi, après, j'aime beaucoup ça, mais j'ai eu une attirance aussi naturelle, on va dire, vers le contemporain, vers les œuvres contemporaines. Et voilà, c'est ce qui fait que et surtout en tant que metteur en scène, c'était le répertoire contemporain qui m'intéressait. Et j'ai vu qu'il y avait le théâtre de l'absurde aussi, parce que vous avez joué du Ionesco, du billard. Oui. Vian, Pinter, bon, qui n'est pas de théâtre de l'absurde, mais il y a quand même le non-sens, comme ils disent les Anglais. Il y a aussi des choses, il y a un petit lien de parenté quand même. Oui, beaucoup de textes comme ça, on va dire dans ma jeunesse. Et puis petit à petit, je ne sais pas si c'est l'âge, mais en tout cas on s'oriente vers des choses un peu plus denses, un peu plus graves, même si j'aime bien qu'il y ait les deux, en tout cas, dans ce que racontent les textes, qu'on parcourt un peu tous les registres. Tous les registres, oui. Oui, j'allais vous demander comment passe-t-on du Burois à Cyrano de Bergerac. Ben oui, mais c'est ça, c'est que ça, il y a des dimensions à la fois tragiques et de farce et ça, c'est un vrai plaisir, quoi, quand on joue, même quand on met en scène, d'essayer d'emmener les gens dans plein de territoires, quoi, de pas rester sur. Et alors, ce genre de pièce, c'était vraiment le terrain de jeu idéal, quoi, pour mélanger tout ça. Alors j'ai vu que vous aviez fondé, je crois que c'est en 91, une compagnie qui s'appelait De 9 à 11, mais c'était une compagnie de théâtre amateur. Ça, c'était une compagnie amateur, que j'ai toujours d'ailleurs, des gens avec qui je travaille toujours ponctuellement. Enfin, on monte régulièrement des spectacles. Oui, c'est des gens avec qui je travaille depuis presque, enfin pas tous, mais certains depuis 30 ans. Mais j'ai toujours navigué entre les deux, entre les amateurs et les professionnels. Voilà, pour moi, c'est pas. On fait quelque chose, on raconte une histoire, et voilà. La différence, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qui sont payés et d'autres qui ne le sont pas. mais voilà. Mais j'ai continué à explorer un peu les mêmes répertoires, quoi. Avec eux, ça a été du Ionesco, oui, ça a été du Pinter, ça a été du Ringer, vous voyez, alors c'est parti ailleurs, du Valetti, on a évolué dans le temps aussi. Et alors, donc, il y a 30 ans que vous avez découvert Sam Shepard. Oui, et alors justement, pendant que j'étais un peu après le passage à Paris, voilà, j'ai travaillé, on fait souvent des stages, j'ai rencontré Robert Cordier, qui est un... Acting.
voilà, qui est à l'école acting et qui est à Paris et qui était metteur en scène aussi et qui était le traducteur et adaptateur de Sam Shepard, des pièces de Sam Shepard à l'époque, et qui avait vécu 20 ans aux États-Unis, qui avait beaucoup fréquenté le Off-Broadway, et qui était complètement imprégné par ces auteurs-là, par Shepard, par Mamet, tout cet univers-là. Et donc, on a monté Fool for Love, déjà à cette époque-là. Moi, c'est comme ça que j'ai connu le théâtre de Shepard. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Et cette envie de loin en loin, on a monté des pièces de Shepard au début. La mémoire de l'esprit. Mensonge de l'esprit. Le mensonge de l'esprit, ouais. pardon. Mensonge de l'esprit. Ça, voilà. Et Shepard, à l'époque, avant d'écrire Fall for Love, j'avais lu ça. Il avait lu toutes les tragédies grecques. Et alors, quand on parle de répertoire, de tragédie, de classique, de moderne, ben lui, il était imprégné de ça quand il a écrit Fall for Love. Et effectivement, on retrouve tous ces éléments de la tragédie, de la malédiction, du fantôme, de l'innocence, voilà, et voilà, pour moi, c'était... Là, il y avait un compromis idéal entre le travail des classiques et le travail du contemporain. Ça se rejoignait complètement autour des écrits de Sam Shepard, qui en plus est un dialoguiste incroyable. Le fait, je pense, de son... Il est un peu dans tous les... Il est scénariste de cinéma, il est acteur de cinéma, il est auteur de pièces de théâtre, il est dramaturge. Donc... il a été musicien aussi. Il était musicien, c'était un musicien, un batteur. Oui. Voilà, donc il a vraiment toutes ces palettes. Et quand il écrit un dialogue, il y a vraiment une justesse, une immédiateté. C'est toujours très, très intéressant à travailler en tant qu'acteur et à mettre en scène, parce que voilà, je trouve qu'il y a vraiment une justesse, quelque chose d'essentiel dans ce qu'il écrit. Et aussi, à côté de ces dialogues, il y a tout ce quand il écrit quand il décrit des choses, c'est très visuel, très cinématographique. On voit tout de suite, il nous emmène dans le désert, il nous emmène sur des routes, il nous emmène, on visualise tout ça. Donc c'est la transposition à la scène, c'était évident, quoi. Il fallait faire ça. Oui, parce qu'il y a le mélange entre la vidéo, la musique, le texte. Voilà, on essaye d'utiliser toutes les formes comme ça, parce qu'il y a tout ça dans ce qu'il écrit, et ça donnait envie d'explorer tout ça, oui, de pas rester que sur le texte, mais aussi tous les univers que ça évoque et qu'on peut utiliser. Vraiment. Et alors, est-ce que c'est cette Amérique qui n'est pas celle des gratte-ciel ou des grandes villes? Est-ce que c'est cette Amérique-là qui vous a séduite aussi, qui vous a séduit? Oui, complètement, parce que moi, ça me rappelait, ma génération, c'est ça, on était baignés dans c'était le Far West, c'était les paysages, c'était voilà, c'était pas la ville, quoi, c'était vraiment les grandes étendues, c'était la solitude, les animaux sauvages, et Shepard, lui, qui a grandi dans un ranch, qui a été éleveur de chevaux avant de partir à New York, il évoque tout ça. Et puis c'est pas, évidemment, c'est pas innocent, il y a aussi le contraste de ces endroits plutôt inhospitaliers pour l'homme, et puis très rudes. Et dans ces univers très rudes et très âpres, tout d'un coup, voilà, il y a des gens, il y a des êtres humains, et ces êtres humains, ils ont des sentiments, et voilà, et ces sentiments-là, à un moment, ils sortent, et on est confronté à des choses, et le fait de prendre des gens qui sont pas censés montrer leurs sentiments, ça crée des conflits intérieurs, ça crée des problèmes de communication sur des grands sujets, et ça, c'est très très intéressant, quoi.
Alors il y a aussi, je trouve, alors c'est peut-être aussi lié à son enfance, on retrouve aussi le problème de l'alcoolisme, de la violence justement dans ses textes. Je crois qu'on va le trouver aussi d'ailleurs dans le dernier élément de la trilogie. Dans le dernier, dans Fool for Love, oui, oui, oui. Il y a souvent dans son écriture, il y a souvent le père absent, violent, qui a été violent. Il avait un père euh, alcoolique il y a eu des histoires de violence dans sa jeunesse. Et oui, effectivement, il y a toujours soit le père il est là, soit il est absent, mais il y a une histoire, un secret autour de ce qui s'est passé avec le père. Et Fool for Love, c'est complètement le cas. Et toute la pièce, on va pas spoiler l'histoire, mais il y a un secret avec le père. Pourquoi il est plus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, on va le découvrir à travers les deux personnages principaux, ce couple qui a une relation toxique et voilà, il y a cette malédiction autour d'eux, on ne sait pas, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui peut pas exister entre eux. Ils essayent de se défaire de ça, mais ils sont très liés aussi. Et, euh, et on va découvrir petit à petit, par bribes, le pourquoi de cette histoire. Et ça va passer à travers le souvenir du père. Alors je crois savoir que dans le décor, au lieu d'avoir mis une chambre, vous avez mis une cage en fer. Oui. Alors c'est peut-être pour représenter aussi justement l'état dans lequel sont les personnages. Oui, il y a à Un la peu fois enfermés. il y a à la fois l'enfermement, ils vont rentrer dans cette cage qui est une chambre de motel, mais qui est aussi une cage, et ils vont devoir régler le solde de leur relation avant de pouvoir éventuellement sortir de la cage. Et ça, c'était la première idée parce que scénographiquement, j'avais pas envie de reconstituer une chambre de motel, d'être complètement de coller à ça. Ça peut être intéressant, mais je trouve que la dimension, enfin l'histoire que raconte Shepard, c'est universel. On n'est pas obligé d'être non plus euh, dans un motel aux États-Unis. De toute façon, Ça peut se passer l'Amérique, n'importe elle où. est là. Mais ça pourrait se passer n'importe où. Ça pourrait très bien se passer en Europe aussi. Cette relation, c'est avant tout une relation entre, voilà, c'est de l'humain, quoi. Donc j'avais envie d'enlever cette histoire, même si, voilà, il y a par exemple, sur la cage, il y a des néons. Les néons évoquent le motel, mais ça va pas plus loin que ça. Et aussi, cette cage nous a permis, cette structure nous a permis de construire l'éclairage, d'accrocher des choses et de transformer petit à petit ça en un moment. C'est apparu, quoi. C'était c'est un studio c'est un studio de télévision, ou c'est un studio pour tourner un film. Ça devient ça aussi. Et il y a de nouveau la référence au cinéma qui est très présente dans l'œuvre de Shepard. Donc voilà. Alors, vous l'avez joué donc il y a très longtemps. Ouais. Est-ce que cette version a subi des modifications? Est-ce que vous avez une vision différente peut-être dans l'interprétation? Ah oui, 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 bah, oui, parce que encore une fois, bah, le temps passe, Il y a un cheminement. on chemine. Euh, à l'époque, j'étais jeune, j'étais comédien. Je ne faisais pas la mise en scène, je me laissais porter par l'univers du metteur en scène qui, en l'occurrence, était très très dense. Donc moi, je découvrais complètement cette écriture et les situations de jeu. Et j'étais focalisé sur ça. Et j'avais pas forcément une conscience de... Enfin, j'avais pas une idée très arrêtée sur la mise en scène. Moi, j'étais complètement voilà, dans le jeu et l'échange. Et en plus, évidemment, je joue pas le même rôle
à l'époque, je jouais le personnage d'Eddie, qui est le personnage... il y a ce couple, Eddie et May, et puis il y a le père. Donc maintenant j'ai pris du grade, je suis le père. Voilà, donc en plus, mais ça me plaît aussi, c'est de reprendre quelque chose sous un autre angle, à la fois en tant que personnage, et puis cette fois-ci en concevant une mise en scène. Ouais. Évidemment, c'est complètement différent. Même si ça m'a beaucoup marqué de travailler avec Robert Cordier, ben voilà, c'est autre chose. Et alors, pourquoi avoir choisi comme dernier élément justement Fool for Love, puisque chronologiquement, enfin, vous auriez pu terminer par les derniers jours de moi-même. Pourquoi ce choix? Là, c'est plus une histoire de chronologie de création. Le premier volet, c'était la vie, c'est ce qui vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose. C'est une pièce c'est un spectacle qu'on a créé il y a déjà 6 ans. Ensuite, en deuxième, on a créé l'année dernière, mais uniquement pour les professionnels, puisqu'on était tous enfermés, n'est-ce pas? Donc, on a joué juste une fois. Donc, c'est quasiment une création quand même ici, puisque là, c'était que la deuxième fois qu'on le jouait et on a changé beaucoup de choses. Et puis, Fool for Love, bah, c'est parce que la création arrive à son terme maintenant. Mais effectivement, pour répondre par rapport à la chronologie de la trilogie, on va plutôt ensuite la présenter en commençant par Fool for Love, qui est la pièce de la jeunesse, La vie, c'est ce qui vous arrive pendant que vous rêviez de faire autre chose, qui est la pièce de la maturité, qu'il a écrit, il avait une soixantaine d'années, petite soixantaine, et puis Les derniers jours, qui est vraiment le dernier texte qu'il a écrit très peu de temps avant de mourir. Donc voilà, l'ordre de la trilogie, c'est quand même plutôt cet ordre-là. Oui. Et alors j'ai vu que vous aimez bien les solos, hein, puisque dans les 2 premiers volets que vous avez joués, donc c'est un solo. J'ai vu que vous avez fait aussi des adaptations, et vous avez toujours à côté de vous un musicien. Alors pourquoi? Ça, c'est sur les textes de Shepard, ça a été pour le premier solo, il était là, et parce que je concevais pas justement un spectacle autour de Shepard sans musique est vraiment présente, parce que aussi ce passé de Shepard de musicien, il a beaucoup fréquenté aussi le Velvet Underground, Lou Reed, et il y avait des références à tout ça, et donc j'avais Jérémy Guillauchet, ce musicien qui est guitariste, et j'avais en tête, il faut qu'il y ait de la guitare, il faut qu'il y ait de la guitare électrique dans ce spectacle. Et il a composé toute la musique, et vraiment, il y a vraiment eu une concordance. Moi, je trouvais que ce qu'il amenait, ce qu'il proposait sur les textes fonctionnait très bien, parce que c'est un grand mélodiste aussi, donc il y a beaucoup de choses qui amènent, ça se superpose, on joue ensemble aussi. C'est pas un solo pour moi. Je m'appuie sur ce qu'il fait, il s'appuie sur ce que je fais, ça se mélange. Et donc, ça a été évident pour moi qu'il soit sur le deuxième solo qu'on a créé l'année dernière, sur les derniers jours de moi-même, qu'il soit là. Et même, il y a peut-être encore plus de musique. Et puis pour le dernier, ça devait être... je me disais, ça va être compliqué, il y a 4 personnes au plateau. Intégrer un musicien là-dedans, ça pouvait être compliqué. Ça pouvait peut-être être quelque chose de trop présent. Donc ça devait être simplement une bande son. Oui. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'il composait la musique, qu'on en écoutait ça, je me suis dit de nouveau, c'est pas possible, c'est trop fort, ça doit être en appui aussi, ça doit pas simplement être un morceau qu'on envoie à un moment. C'est tellement beau quand il peut jouer en même temps aussi. Il y a des moments où il joue seul, mais il y a des moments où il joue en même temps que les acteurs disent leur texte. Et donc voilà, on s'est arrangé, et finalement le musicien est hors de la cage.
Oui. Il est pas donc ça ne gêne pas, je pense, ce qui se passe et le huis clos. Il est quand même comme si sur le porche du motel, il y avait un bonhomme dans sa balançoire qui jouait de la guitare. C'est un peu ça l'idée, quoi. Et alors, pour en revenir à cette compagnie Saguaro, donc qui est récente, hein, puisque c'est en 2020, je crois que vous Ouais, l'avez créée, ouais. pourquoi avoir fait le choix justement d'adapter des œuvres d'auteurs exclusivement américains? Mais c'est presque. Des fois, on fait des choses à son propre insu, à sa propre. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais fait un texte de Shepard. Il y avait le dernier récit où ah tiens, quand même, ce dernier texte, il est magnifique, il faut le faire. Ah puis tiens, pourquoi pas une trilogie? Ah mais Fool for Love, ce texte, je l'ai tout le temps en tête, comme je vous disais. J'ai souvent c'est une histoire de rencontre, quoi. Je me disais, oui, mais j'ai pas les gens qu'il faut pour faire ça. Et puis à un moment, ça s'est présenté, donc voilà. Et puis avant ça, j'avais adapté un texte de John Fante, Mon chien stupide. Et donc je me suis dit, mais en fait, tiens, mais tu fais pas mal d'auteurs américains. C'est plus un accident, c'est pas forcément une volonté au départ. Et puis après, quand on fonde une compagnie, là, on se dit quand même, il faut donner un sens, il faut donner une direction, il faut. Et donc je me suis dit, bah oui, bah voilà, tu es en train de faire ça, donc pourquoi pas continuer à explorer le répertoire américain. Il y a beaucoup de choses. Euh, voilà, avec d'autres gens et d'autres compagnies, je fais autre chose. Mais pour la compagnie Saguaro, oui, je me suis dit, tiens, ça peut être une idée de creuser ça. Est-ce Voilà. que vous avez d'autres projets justement de création? J'espère une reprise de Mon chien stupide. Et puis ensuite, peut-être travailler autour de David Mamet. Il y a une pièce qui s'appelle Partenaire, qui est très très. Ouais, qui tourne encore autour du sujet de la création au cinéma. Donc, oui, il y a ça peut-être. C'est pas encore arrêté, mais voilà. Mamet, on va essayer quand même de ne pas faire un quatrième Shepard à la suite, même si je suis sûr qu'on y reviendra. Ouais, aller peut-être vers Mamet et puis John Fante, ouais. Oui, vous allez le jouer d'ailleurs, mais parce que vous êtes une compagnie toulousaine, donc Ouais. vous allez le jouer au Théâtre du Grand Rond, Ouais. après C'est le ça, fin Paris. mars. Ouais. Et donc au Paris, vous allez jouer, donc vous êtes en résidence jusqu'au 13, et je crois que les représentations seront le 11, le 12 et le 13 mars. Ici. Oui, Oui, au Paris. oui, Hein. oui, c'est ça. Et donc après, donc, vous partez au Théâtre du Grand Rond. Voilà, 11, 12, 13 mars ici. Et après, voilà, on a une semaine de battement et on reprend au Grand Rond et on fera les trois spectacles. Oui. 22 mars au 2 avril. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette interview, pour avoir pris le temps de répondre à mes questions pendant vos répétitions, pendant votre résidence. Mais c'était un plaisir.